Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec un homme rempli d'idées pour garder actifs les gens de notre communauté, Pierre Champagne. Ça paraît toujours un peu étrange quand je dis ça, mais c'est la pandémie qui a peut-être un peu accéléré notre rendez-vous aujourd'hui à mon invité et à moi. C'est plus une surprise pour personne. On est à distance, on est chacun chez soi. Et ça a comme avantage justement de pouvoir se parler à peu près n'importe quand sans prévoir une rencontre ou un déplacement, qui sont de toute façon impossibles en ce moment. Et mon invité, vous aurez compris que ça fait un certain temps qu'on parle de la possibilité de faire l'entrevue qu'on s'apprête à faire. Et mon invité s'appelle Pierre Champagne. Tout d'abord, bonjour Pierre. Bonjour Martin. Et merci de participer. Merci d'avoir accepté. Merci à toi de m'avoir invité surtout. C'est un plaisir. Puis je sais aussi pertinemment que on va avoir encore plein de choses à discuter. Ça fait que commençons tout de suite et commençons comme on commence la plupart du temps avec les invités. Si tu veux nous dire à quel moment à peu près tu es né, puis à quel endroit. Oui, OK. J'ai pas de problème avec ça. Écoute, je suis né le 18 septembre 1961. Je suis natif de Granby, mais bizarrement, je suis né à Montréal. OK. C'est-à-dire, mes parents demeuraient à Granby, mais à tout hasard, moi, je suis né prématurément. Et pour la cause, ma mère a accouché à l'hôpital Royal Victoria à Montréal. Et tu sais, à l'époque, c'était important là, tu sais, surtout que j'étais né prématurément. En sortant de l'hôpital, j'ai été tout de suite baptisé dans une église à Côte-des-Neiges à Montréal. Alors, OK. Donc, né à Montréal, baptisé à Montréal, puis après ça, de mais retour. natif de Granby. C'est ça. OK. Et de retour tout de suite après ça pour continuer la vie là-bas. Tout à fait, ouais. Et est-ce que tu es né d'une grosse famille, toi, Pierre? On est, chez nous, on est 5 enfants. Je suis l'aîné de la famille. OK, comme moi. Je te dirais même que je suis l'aîné de la génération parce que je suis le premier enfant de la famille complète, si on veut dire. Mais mes oncles, mes tantes n'avaient pas d'enfants. Mon père a été le premier là, à avoir un enfant, puis c'est moi qui le... OK, comme le petit enfant, là, le petit enfant des grands-parents. Là. Le petit enfant chéri de tous. Là. Ah, c'est cute! Et ton enfance, ça s'est passé comment? Quel genre d'enfant tu étais? Écoute, mon enfance, c'était bien, là, tu sais, comme tu dis, le premier enfant de la famille, là, c'est quelque chose, hein, fait que j'ai eu beaucoup de privilèges, si on peut dire. En tout cas, moi, je considère que c'est un privilège, là, tu sais, avec mon père, dans ma jeunesse, là, j'ai assisté là, à beaucoup d'événements sportifs, là, il m'emmenait là au baseball à Montréal. J'étais là, tu sais, à l'ouverture des expos en 67 au Parc Jarry, puis le football à l'autostade McGill, le hockey au Vieux Forum de Montréal, tu sais. Fait que mon père aimait quand même les sports, puis j'ai eu la chance, comme étant le plus vieux, de pouvoir y aller avec lui puis de participer là, à ça. Là. Fait que c'était bien. Là. Fait que beaucoup d'événements sportifs puis des moments avec ton père puis tout ça. Ouais. Puis je te dirais que même avec mon grand-père paternel, parce que mon grand-père du côté de ma mère était décédé depuis longtemps, là, mais avec mon grand-père paternel, j'ai eu la chance, moi, étant le plus vieux, mon grand-père était bien bricoleur. Puis, comme j'étais bien intéressé par ça aussi,
son atelier. J'avais la chance d'être là souvent avec lui, puis il me montre plein de trucs de bricolage. Puis dès mon jeune âge, là, j'avais les mains dedans. Là. J'ai tout de suite aidé à faire plein de petites choses au niveau du bricolage. Puis, des travaux manuels, là, des travaux manuels, des réparations de différentes choses. Là. Hey, c'est cool, c'est super. C'est un bon début de vie, ça, de pouvoir comme avoir des beaux moments comme ça, puis d'apprendre des choses, et puis d'avoir des souvenirs de sportifs, hein, d'événements sportifs dans des lieux cultes, là, comme le forum, puis tout ça, c'est cool. Puis, même, je te dirais que quand j'avais à peu près 10 ans, puis déjà, les gens de la famille, les oncles, les tantes, tout ça, quand il y avait quelque chose qui était brisé, qui fonctionnait pas, là, tu sais, un rouvre canne de conserve électrique ou n'importe quel appareil domestique, il m'appelait puis il venait me porter ça, puis déjà à cette époque-là, j'étais capable de les réparer, là, tu sais. Ah, c'est que t'étais le réparateur métag. J'étais le réparateur familial. Et l'arrivée à l'école, ça c'était quoi, comment pour toi? Ben, ça a bien été. Écoute, au primaire, ça allait très bien. J'étais dans les premiers de classe. Pas un mot à dire. Puis à ce moment-là, tu sais, tout était... je vivais une enfance des plus normales. Là. Et t'aimais l'école, t'aimais apprendre? J'aimais l'école, j'aimais apprendre. C'était vraiment agréable. Puis à travers ça, ben, le côté sportif, c'était des cours de natation. J'ai joué un peu au baseball avec les loisirs de la ville de Granby à cette époque-là. Parce que j'étais au niveau des sports, mon sport préféré, c'était le baseball. OK. T'sais. Les autres gars aimaient le hockey, mais moi, c'était le baseball. OK. Puis, en même temps, ben, à l'âge du primaire, ben, les louveteaux, après ça, les scouts. Fait que, tu sais, déjà, à un jeune âge, mes parents m'avaient montré à faire du bénévolat, m'impliquer socialement. C'est ça. Puis un lien d'appartenance avec un groupe, puis faire le sport, puis là, dans les scouts, c'est de l'entraide, hein? C'est des activités aussi de survie, puis tout ça, c'est tout ça? Oui, tout à fait. Mm-hmm. Puis, on faisait des camps d'hiver, des camps l'été, où est-ce qu'on allait en forêt, puis on apprenait des trucs de survie, on couchait dans des tentes, puis on allait explorer des rivières, on faisait plein de choses. Là. C'était vraiment, pour un jeune, là, c'est en tout cas... C'est l'ouverture à plein de... C'est mieux que de jouer au Nintendo. Tu sais? Ouais, c'est pas du tout la même chose. Hein? Pas du tout la même. Non, mais on n'avait pas ça de toute façon dans ce temps-là. Ouais, je sais pas en quelle année c'est arrivé, ça, ces appareils-là, mais... Je pourrais pas te dire, mais on a apprécié la nature, puis à apprendre à se débrouiller avec peut-être pas grand-chose. Là, puis c'est ça, jouer dehors, surtout. Tu sais, Oui. Mm-hmm. Est-ce que l'arrivée au secondaire, ça a été une belle continuité avec le primaire? Est-ce que... L'arrivée au secondaire, on pourrait dire que oui, ça a bien été. Mais en cours de route, là, un peu moins. Pas que j'ai eu de la difficulté à l'école, pas du tout. J'étais sûrement, entre guillemets, un peu doué parce que... Écoute, l'école m'intéressait pas trop. J'étais vraiment plus intéressé par le côté manuel, le côté technique. J'étais passionné un peu de l'électronique, puis de ces choses-là. Puis le français, les mathématiques. Tu sais, je réussissais. J'ai jamais doublé d'année, mais j'avais pas un grand intérêt. C'est ça, tu avais une facilité d'apprendre, mais pas nécessairement l'intérêt pour toutes les matières, là.
Exact. Que des fois, à cet âge-là, on ne sait pas à quoi ça va nous servir ou où Ouais, ça tout va à nous fait. mener. Là. Tu sais, la trionométrie. Trigonométrie. Merci, Martin. Je me demandais bien qu'est-ce que j'allais faire dans la vie avec ça. Là, c'est pas que je n'étais pas capable d'en faire, au contraire, j'étais doué plus pour les mathématiques que le français, mais j'avais pas un grand intérêt pour ça. Ça qui avait plus l'intérêt pour les sciences puis l'électronique et tout ça, ça fait Oui. quand est venu le temps un peu de se demander qu'est-ce qu'on va faire plus tard, ton choix s'est dirigé vers ça? Oui, tout à fait. Chimie, physique, là, à l'école, j'étais bon dans ça. Parce que, c'était comme une science, puis j'avais de l'intérêt pour ça. La logique là, des sciences, puis les Oui. expériences aussi, j'imagine, puis Oui. tout ça. Mm-hmm. Tout à fait. Fait que ça m'a amené plus tard à faire une technique en électronique. Là, ça s'est rendu cégep, là. Ouais. OK. Puis, à ce moment-là, j'ai fait ça, moi, à Pont-Vieux de Laval. OK. Ça te demandait-tu il fallait que tu partes de la maison? Est-ce qu'il fallait que... À ce moment-là, oui, à tout hasard, j'ai été chanceux. J'avais un copain ici à Granby qui était aussi, comme moi, un passionné du domaine, qui voulait faire les mêmes études que moi. Alors, on est partis ensemble. On a été coloc pendant le temps de nos études. Là. On est parti de la maison pendant quelques années. Puis, on a appris là, à se débrouiller. Puis, c'est ça, la première expérience en dehors de la maison familiale, puis premier appart, puis premier coloc, puis faut faire nos choses, là. Faut se débrouiller, faut s'organiser. Ouais. Et les études, ça a été un bon choix? C'était satisfaisant? Les études, ça a été un bon choix parce que, écoute, j'ai travaillé dans le domaine là, pendant plusieurs années. Puis, je pourrais élaborer un petit peu plus sur ça, mais je reviendrai un petit peu en arrière dans le temps pour te dire que, bon, au niveau de ma déficience visuelle... Oui, parce que là, les gens ont remarqué que j'ai pas posé la question au début, c'était quoi, parce que je savais que ça arrivait un petit peu plus tard. Alors maintenant, on y est, nous y sommes. On est peut-être rendu au stade de ma vie où est-ce que c'est là que la découverte se fait. Là, tu sais. C'est-à-dire que, bon, quand j'étais aux études, moi, j'ai fait mon cours de conduite, j'ai réussi, j'ai eu un permis de conduire, tout ça. Mais quand on regarde ça avec du recul, parce que dans le temps, on n'allumait pas sur ça, mais aujourd'hui, quand je repense à tout ça, là, tu sais, quand je suivais mon cours de conduite, mon professeur, dans les cours pratiques, tu sais, on roulait, disons, en campagne, puis il me disait, bon, il dit, quand on va avoir passé, disons, le 3e panneau de signalisation de vitesse, là, tout de suite après, tu rentreras dans une cour, on va faire demi-tour, puis on va revenir sur nos pas. Tu sais. OK. Puis là, on roulait. Puis là, un moment donné, il me dit, coudon, tes affiches, là, ça fait combien que tu vois? Là, j'ai dit, moi, ça fait 2. Là. T'en attendais une autre? Non, ouais, j'en attendais une autre, mais il dit, c'est parce que ça fait à peu près 5 qu'on passe. Là, fait que là, dans le fond, c'est que à ce moment-là, déjà, mon champ visuel, il était réduit. J'avais, par contre, une très bonne acuité visuelle, fait que je portais même pas de lunettes. Mais on n'avait pas porté plus attention à ça parce que, tu sais, c'était banal. Mais quand on y repense après, avec du recul, on voit que déjà, à ce moment-là, tu sais, il y avait quelque chose qui se préparait. Mais ça a été le premier événement qui t'a comme sonné une cloche, là, si on peut dire. Un petit peu, tu sais, comme je te disais, avec le recul,
On voit d'autres choses par après. On voit d'autres choses, tu sais. Là, je vois qu'au secondaire, dans les sports, j'étais pas très bon, là, tu sais. Dans les sports comme le volleyball, le basketball, quand des fois je manquais mon coup, je voyais pas le ballon arriver, tout ça. Les gens me disaient, tu sais, t'es bien dans l'une. Tout le monde me disait que j'étais dans l'une, tu sais. Mais bon, moi je pensais que j'étais lunatique. Mais en fait, c'était pas ça. C'est que mon champ de vision, il était rétréci. Puis comme ma vision centrale était très bonne. Ouais, on pouvait pas se douter vraiment que c'était un problème de vision. Ça fait que... Exact, exact. Alors, à un moment donné, justement, dans mes expériences de conduite, je m'étais pas acheté de voiture encore. Je conduisais la voiture de mon père à l'occasion. Puis, à un moment donné, je m'étais aperçu que quand je conduisais la voiture le soir, souvent, j'étais avec quelqu'un puis il me disait « Hey, t'as pas vu telle affaire? » Puis là, non. Puis là, ben, ça suscitait un doute, tu sais, dans mon esprit. Puis je me dis, ben là, c'est peut-être dangereux, là, tu sais. Puis là, j'ai commencé un peu à avoir peur à conduire, tu sais. J'ai dit, écoute, je veux pas tuer quelqu'un quand même. Là, parce qu'on te mentionnait de plus en plus souvent que qu'il y avait des choses que tu n'avais pas vues. Quelque chose, quelque part, que j'avais pas vu, là, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, bon, j'avais consulté ici localement, puis il savait pas trop. Fait qu'il m'avait envoyé voir un spécialiste à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Je cherche, moi, de son nom, je pourrais pas te le dire. Mais, bon, j'ai passé à ce moment-là des tests. Puis, à un moment donné, on a retourné au bureau du médecin, puis je me souviens très bien que j'étais avec mes parents, j'avais peut-être 18-19 ans. Le médecin, il dit, un jour, votre fils, il va être non-voyant, il va perdre la vue. Fait que, bon, ça a été un choc. Peut-être à ce moment-là, plus pour mes parents que pour moi. Parce que, bon, est-ce que je vivais dans le déni? Je ne sais pas, mais moi, pour moi, c'était, bon, regarde, c'est des erreurs médicales, là, ça peut arriver, puis, tu sais, je vois bien, puis tu pensais que ça allait rester comme ça, puis... Ouais, ça va rester comme ça, puis au pire, je vais peut-être devenir avec une basse vision, mais, tu sais, je vais m'adapter, puis ça va bien aller. Ouais, mais tu sais, c'est parce que tu parles de déni, mais tu sais, d'un sens, soit qu'on nie un petit peu la vérité, soit qu'on tombe en dépression, tu sais, c'est comme... Ouais. Qu'est-ce qu'on choisit, tu sais, dans le fond, hein? Ben moi, ça m'a pas arrêté. Ça m'a pas arrêté. Au contraire, tu sais, je me dis, bon, garde, c'est correct, on continue, puis peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû dire, bon, je vais lâcher la technique de l'électronique, puis je vais aller en travail social ou en d'autres choses. Réorienter ta carrière, là. Pour dire que, tu sais, si jamais je deviens non-voyant, que j'aurai un travail au moins que je pourrais poursuivre. Un peu plus adapté peut-être à une situation, là. Mais comme j'y croyais pas, malheureusement, ben, pas malheureusement, parce que j'ai quand même travaillé dans le domaine plusieurs années, puis j'ai adoré ce que je faisais. Alors, je regrette pas mon choix d'avoir fait ma technique, puis d'avoir travaillé dans le domaine. Tu sais. Mais là, on en comprend que à l'école, au cégep, puis tout ça, ça te nuisait pas, là. Ça, pour faire tes cours, c'était correct. Et puis... Ça me nuisait pas pour faire mes cours, mais tu sais, aujourd'hui, quand je regarde ça avec du recul, ben oui, dans mes déplacements, puis dans les sports individuels, puis tout ça, j'étais correct. Les sports d'équipe, j'étais vraiment poche. Puis dans les déplacements, ben comme je conduisais pas d'auto, puis que je prenais l'autobus puis le métro, ben j'accrochais souvent du monde.
sais. OK. Et là, tu as arrêté de conduire complètement? Oui, ben, écoute, quand j'ai eu le diagnostic de rétinite pigmentaire, j'ai pas attendu que le médecin me dise Que tu pouvais plus, là, puis je peux t'arrêtes. plus conduire. Là. Moi, j'ai pris le permis de conduire, je l'ai mis dans le tiroir, puis ça a été fini, là, tu sais. OK. Mais ça, c'était sage quand même, là. Ça fait que... Ouais. Ça Il y a- cloche. il y a- Oh, excuse-moi. Non, j'ai dit, il y a ça, c'était sage, là, tu sais. Donc là, t'as quand même t'as poursuivi tes études. Puis là, tu dis après, tu as travaillé plusieurs années en électronique. Ouais, ben, j'ai toujours été un peu dans un domaine connexe. Là. Quand j'ai sorti des études, j'ai commencé à travailler chez un distributeur de produits électriques. Et dans ce magasin-là, chez ce grossiste-là, il y avait un département électronique. Alors, quand j'ai commencé dans le département électrique. Et éventuellement, la personne qui était là me formait tranquillement pour le remplacer quand il était pas là. Puis, un jour, ben, la personne a pris sa retraite et je suis tombé comme en charge du département de l'électronique. OK. Alors, à ce moment-là, c'était pas de la technique, c'était de la vente, du conseil, puis faire des commandes, la gestion d'inventaire, etc. Là, un grossiste en électronique. Alors, je fournissais des industries, des commerces de détail, des réparateurs. Et ça te plaisait bien? C'était quelque chose Ça me qui... plaisait bien. Je m'ennuyais un peu de la technique, mais en même temps, comme je disais tantôt, tu sais, j'étais le réparateur de la famille, fait que le mot se passait, puis là, j'étais rendu à je réparais plus les ouvre-boîtes, là. Je réparais les téléviseurs, les chaînes stéréo, ces choses-là, là, tu sais. OK, mais l'envie de réparer des choses, ça s'est poursuivi, puis Oui, ça l'a oui. augmenté, là. J'ai toujours eu ça a toujours été comme un défi pour moi, là, tu sais. Et tu dis un défi, est-ce qu'il y a des choses que tu réussissais pas à réparer ou il y a des choses qui étaient plus compliquées? Est-ce qu'il y a... Ben, pas nécessairement parce qu'il y avait des choses qu'on pouvait pas réparer, mais c'est à une époque, tu sais, où est-ce que il y avait plusieurs équipements qu'on réparait qui on n'avait pas accès à des manuels de service ou des diagrammes ou fallait faire en anglais, on dit du reverse engineering, là, de l'ingénierie renversée. Là, fallait, par des manuels techniques, regarder les composantes puis essayer de voir là, comment, comme de réinventer la façon de fonctionner pour être capable ensuite de le diagnostiquer adéquatement puis de trouver le problème. Là, fait que pour moi, c'était toujours comme un énigme, là, puis un défi de trouver comment ça fonctionnait. Là. J'ai toujours été passionné par trouver comment les choses fonctionnent. OK. C'était ça aussi, là, en plus de réparer, là. Ouais. OK. Fait que j'ai fait quelques années là dans ce commerce de grossistes là, en électronique et en électricité. Après quoi, un compétiteur est ouvert dans la région, puis il m'a demandé si je voulais aller travailler pour eux, puis que je serais en charge de l'électronique, tout ça. Alors, j'ai changé de place pour des conditions meilleures, naturellement, puis j'ai fait encore quelques années là, dans le domaine de la vente et de gestion d'inventaire, etc. Là. OK. Après quoi, ben là, j'ai eu une offre pour aller travailler dans un atelier de service. Donc là, j'ai lâché ça. Je suis allé vraiment travailler dans le domaine du service. Alors, ma première emploi, vraiment, là, où est-ce qu'on mettait la main à la pâte, là,
C'était dans un atelier de réparation là, d'appareils, là, les téléviseurs, vidéo, four micro-ondes, etc. Là. Chaîne stéréo. Puis j'ai fait un petit bout dans ça. Puis comme j'avais quand même un succès, là, tu sais, j'avais une bonne réputation, ça allait bien. Fait que il y a un autre employeur qui est venu me chercher. Puis là, je suis allé travailler encore dans le même domaine, mais là, j'avais un petit peu plus de responsabilité. J'étais un peu plus comme technicien en chef, puis former un peu les nouveaux techniciens, puis... OK, ça fait que c'est un peu comme de fil en aiguille là, que tu as... comme tu dis, tu avais une bonne réputation, c'est que les gens te connaissaient, puis ils venaient te chercher là, pour d'autres défis là, plus grands. Puis à ce moment-là, ben écoute, à travers tout ça, tu sais, la technologie, ça change tout le temps. Hein? Alors, j'ai eu la chance, à travers ces années-là, d'avoir beaucoup de formation auprès des compagnies. Là. Tu sais, j'ai des attestations puis des certificats d'avoir suivi des cours. Je pourrais tapisser un mur chez nous avec ça. Là, tu sais. Parce que tu sais, à tous les ans, on allait suivre là, plusieurs formations pour être à jour, puis connaître toutes les nouveautés, puis les nouvelles technologies, puis tout ça. C'est ça, c'est d'être à l'affût toujours de ce qui se passe, puis c'est de la formation continue. Là. Ouais. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu un autre offre encore. J'ai encore changé d'emploi pour aller travailler dans une autre boutique qui est encore un peu plus grosse. Où est-ce que là, j'étais dans le domaine du service, mais on faisait de la gestion d'inventaire, service à la clientèle, commande de pièces, etc. Puis peut-être que vous connaissez, c'est parce que c'est une entreprise qui était dans la région de Granby, mais aussi dans la région de Saint-Hubert. C'était les ateliers électroniques Brosseau à l'époque. Qui était quand même bien coté, puis qui avait du produit haut de gamme en électronique. Alors, j'ai travaillé pour la succursale de Granby pendant quand même plusieurs années, jusqu'en 93, où est-ce qu'ils ont décidé de fermer leurs portes. OK, défini complètement. Ouais. Puis, ils m'ont offert d'aller travailler à Saint-Hubert. Mais là, à ce moment-là, ma rétinite pigmentaire avait gagné du chemin. Là, OK. Puis là, c'était plus difficile pour moi. Puis je voulais pas partir, m'en aller en dehors de la ville. Puis je me voyais mal me trouver un autre emploi dans le domaine. Puis il est arrivé différents événements dans ma vie à ce moment-là. En même temps que le travail que j'avais se terminait, ben mon aventure, si on peut dire ça comme ça, avec ma première conjointe se terminait aussi. Parce que dans les années précédentes, comme en peut-être 91, 92, où est-ce que ma rétinite prenait de l'ampleur, j'avais été consulté de nouveau ici à Granby, puis à ce moment-là, l'ophtalmologiste, après avoir fait un examen, il me dit, écoute, il dit, tu devrais arrêter de travailler, puis il dit, moi, je te suggérerais d'aller à l'Institut Nazareth-Louis Braille. Oh, OK. Fait que là, moi, je voyais pas le pourquoi de ça. Tu sais, bon, oui, c'était plus difficile parce que mon champ de vision était rétréci puis tout ça, mais j'avais encore une bonne acuité. Fait que là, il me dit, écoute, il dit, t'as 10 degrés dans ton meilleur œil de champ de vision, puis t'as 8 dans l'autre. Il dit, t'es légalement aveugle. OK. Puis pour lui, tu aurais dû cesser de travailler ouais. à cause de cette condition-là.
chose ou il dit il va t'arriver des avaries, tu vas te blesser. Et dis-moi, je te conseille pas de continuer ton travail, tu sais. OK. Fait que moi, j'ai dit, bon, OK, non. Il y a... Puis tout ça, ça a été difficile, tu sais. Ça a été difficile avec ma première conjointe, on peut dire, de l'acceptation de ça. Puis là, comme pour la première fois, je suis revenu à la maison, puis là, j'en ai pleuré un coup, là, tu sais. Quand j'étais jeune, puis qu'on m'a dit qu'un jour je serais aveugle, j'y croyais pas. Là, j'étais rendu à, bon, 92, 61, 30, 31, 30. 31 ans, 30 ans, 31 ans, autour d'eux, là. Puis là, je me fais dire que je suis légalement aveugle, là. Ça m'a donné un dur coup, là, tu sais, puis... Ouais, parce que là, on se rend compte que ça peut, ben, tu sais, qu'il y a eu comme une dégradation, puis que ça peut, ça peut se poursuivre, là. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, pour moi, il y avait de la lumière encore au bout du tunnel. C'est, l'expression est pertinente avec la rétinite pigmentaire. Tu sais, j'avais une vision tunnel. Il y avait encore de la lumière au bout du tunnel. Fait que, non, ben j'ai dit, écoute, on se retrousse les manches. Puis là, à ce moment-là, j'ai décidé de partir un commerce à mon compte. Puis, j'ai dit comme ça, j'aurai pas un employeur qui pourra me dire que je vais pas assez vite ou qu'il y a ci ou qu'il y a ça. Puis, j'ai dit, je vais innover. Il n'y a pas ça dans notre coin. Moi, je vais me spécialiser dans la réparation électronique, mais du matériel informatique. Je vais me mettre à réparer tout ce qui est en lien avec les ordinateurs, mais au niveau électronique, au début. J'ai commencé à réparer, à l'époque, ils utilisaient beaucoup des terminaux, qui étaient, tu sais, comme un écran avec un clavier. Il y avait ça partout dans les banques, dans les industries, tout ça. Je m'étais surtout spécialisé dans ça. Alors, ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que il y avait à peu près personne qui réparait ça. OK. J'avais des clients qui venaient de Longueuil, Montréal, qui m'emmenaient de l'ouvrage là, au niveau de ces appareils-là que je réparais. J'ai été par la suite recommandé, puis j'étais allé travailler pour des grosses industries, là, tu sais, où est-ce que je réparais ces styles d'équipements-là qui étaient installés sur des machineries de production, puis tout ça. Fait que j'ai tiré mon créneau quand même pendant plusieurs années avec ça. Puis, à un moment donné, j'ai rajouté à ça les imprimantes laser. Ah oui, ça aussi, c'était devenu... Alors, je faisais la réparation d'imprimantes laser. Il y avait personne vraiment ben dans le coin qui en faisait. Alors, je sous-traitais pour plusieurs boutiques d'informatique. Parce que moi, je leur disais, ben moi, je fais pas de... Ayez pas peur que je vole vos clients, tu sais. Moi, je fais pas de route. Fait que moi, je fais juste du travail en atelier. Fait que vous autres, vous pouvez aller chercher vos équipements chez vos clients. Je vais les réparer pour vous. Puis, tu sais, ça passait comme incognito. Là. Moi, j'étais sous-traitant pour eux. Là. Alors, j'ai pas manqué d'ouvrage. À travers ça, j'ai développé aussi le côté de faire des expertises pour des compagnies d'assurance. Quand il y avait... C'est assez différent, ça, quand même. Ouais, mais au niveau des... Mais au niveau de l'électronique seulement. OK, au niveau des... OK. Quand il y avait des équipements électroniques qui avaient subi des dommages suite à un sinistre, incendie, dégâts d'eau, etc., les équipements, moi, je les vérifiais, je faisais un rapport, puis mes recommandations pour les assurances. Alors, tout ça ensemble
ça faisait que j'avais quand même une petite entreprise qui était viable, puis je travaillais tout seul à mon rythme, là, fait que c'est sûr que ça allait impliquer que je faisais des heures phénoménales, tu sais, j'avais beaucoup de travail, j'étais tout seul, j'engageais des fois à la pige quelqu'un pour venir m'aider quand j'avais vraiment des gros surplus d'ouvrages, mais C'était contractuel. c'était contractuel, puis je réussissais là, à faire mes choses. À travers ça, ben, comme j'étais aussi dans le domaine de l'électronique, puis que j'étais intéressé à toutes sortes d'affaires scientifiques, j'ai décidé à ce moment-là de faire un cours de radio amateur. Ah, Parce que, bon, la radio amateur, c'est beaucoup en lien avec l'électronique. Hein? Il faut passer un test d'Industrie Canada, puis il y a beaucoup de questions sur l'électronique, puis bon, c'est les communications radio, mais ça, moi, ce qui m'intéressait, c'est que je pouvais construire moi-même des équipements, tu sais. Alors, j'ai construit des antennes, toutes sortes d'affaires pour ma station radio amateur. C'est drôle que je te parle de la radio amateur, mais je te reviendrai avec pourquoi que j'ai emmené le sujet de la radio amateur là, dans la conversation un petit peu plus loin. ben oui, OK. Fait que je m'ai bien amusé avec ça. J'ai des amis avec qui on partageait le même hobby, puis on allait faire des excursions en montagne où est-ce qu'on escaladait le sommet jusqu'au sommet des montagnes avec des équipements radio. Puis on allait participer à des concours radio pour faire des communications là, vraiment hors de l'ordinaire. Là, En hauteur, puis tout ça. en hauteur de montagne, avec des fréquences micro-ondes, où est-ce qu'on faisait des distances records avec les États-Unis, puis tout ça. Là, Ah, c'est cool quand même, comme... Encore là, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de... L'association qui régissait tout ça, et qui le fait encore, qui était aux États-Unis, qui s'appelle la ARRL, pour American Radio Relay League. Eux autres offraient de la certification, puis des genres de récompenses ou des certificats de mérite là, aux gens qui avaient fait des exploits un peu particuliers. Puis j'ai eu la chance d'en avoir quand même plusieurs de ces certificats-là aussi dans le domaine de la radio amateur. OK. Fait que c'était comme... Mais je travaillais toute la semaine dans l'électronique, puis pour passer mon temps la fin de semaine, je bricolais de l'électronique. Ouais. Ça changeait pas beaucoup. Mais tu sais, à un moment donné, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Là, on est rendu 2005 à peu près, puis c'est vraiment rendu difficile pour moi. Là. Écoute, j'avais à travers ça fait des tests là au niveau de la vision. Là, j'allais de temps en temps à l'Institut Nazareth-Louis Braille. On me suggérait des choses. Je voulais pas trop. Je vivais vraiment dans le déni. Là, t'sais. On m'avait donné une canne blanche. Je suis arrivé chez nous, je l'ai serré dans le garde-robe, puis on verra le jour où on en aura de besoin. Là, t'sais. Puis, rendu c'est ça, en 2005, comme c'était rendu pas mal difficile, puis que là, je voyais que avant de commencer à perdre mon nom ou à faire des erreurs professionnelles, puis tout ça, tu sais, j'ai dit, bon, face à la réalité, je pense que je vais être obligé de cesser mon travail. Là. Fait que j'ai pris la décision qu'au 31 décembre 2005, je fermais mon entreprise, puis j'arrêtais. Tu sais. OK. J'aurais pu dire, ben écoute, j'engage quelqu'un, je vais continuer à faire de la gestion, puis on va continuer l'entreprise, mais
c'était tellement quelque chose de spécialisé que je faisais, que personne faisait, tu sais, puis les gens m'encourageaient aussi parce que c'était moi, puis je voyais pas... Moins je voyais d'intérêt à continuer ça avec... à continuer ça avec quelqu'un d'autre qui le faisait à ma place. Mhm. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter. Puis, Sauf que c'est une grosse décision, puis c'est un changement de cap, là, c'est un changement de vie, ça, là. oui, oui, tout à fait. Puis écoute, là, j'étais décidé. Tu sais, comme je disais tantôt, j'étais peut-être dans le déni puis tout ça, mais là, tout d'un coup, fallait que ça bouge. Là. Fait que là, j'ai. Ben, on peut dire que la décision, elle a fini un peu par s'imposer par elle-même, là. Il y a eu comme. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Là. J'avais à ce moment-là, 44 ans. Alors, j'ai réussi quand même à travailler une bonne partie de ma vie dans ce que j'adorais le plus faire au monde. Ah oui, ce qui est quand même, ce qui est pas à dédaigner, là. C'est pas à dédaigner du tout. Donc, là, en 2005, j'avais fait appel à l'Institut Nazareth-Louis Braille pour... là, tout d'un coup, j'avais décidé là, que ma canne blanche, j'allais la sortir parce que, bon, on n'en a pas parlé, mais à travers tout ça, dans les dernières années, là, il m'arrivait beaucoup d'avaries. Là, je sortais le soir, puis je me payais un poteau de stop en plein visage. J'arrivais chez nous le visage en sang, ou je tombais en bas du trottoir, puis je me foulais une cheville, ou il arrivait plein de situations qui faisaient que t'as pas le choix quand t'as une rétinite pigmentaire, tu vois pas le soir, puis que tu t'entêtes à pas vouloir. Ouais, forcément, il arrive des trucs. Là. Il arrive des trucs. Puis là, à un moment donné, il est arrivé, j'imagine, assez de trucs pour que je me dise, bon, là, je suis rendu là. Faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour essayer d'améliorer ça. Là. Ouais. Alors, j'ai communiqué avec l'Institut pour avoir des cours en orientation mobilité. J'ai un rendez-vous, l'intervenant vient chez moi, disons, lundi matin, 9h30. Lundi matin, 9h, moi, je suis dehors avec ma canne blanche, puis je l'attends. Il arrive, puis je dis, bon, je suis prêt, on part. Non, on commencera pas tout de suite, on va s'asseoir, on va parler du plan de match, tout ça. On va peut-être pratiquer quelques petites affaires à la maison, puis on ira marcher sur la rue après, mais non, moi, j'étais prête, j'étais décidé. Là. C'était là. Ouais. Fait qu'on a entamé les cours d'orientation mobilité, puis, tu sais, au début, je t'avoue que, parce que, qu'est-ce que je dis pas, c'est que, c'est vrai, j'ai fermé mon commerce au 31 décembre 2005, mais dans l'été 2006, qui est quand même pas si loin, je n'avais plus aucune vision. Oh, OK. Ouais. À ce moment-là, j'avais quand même une très grande perception lumineuse, je voyais des ombrages, puis tout ça, mais je peux même pas mettre de date au moment où est-ce que j'ai perdu complètement la vue, tu sais. Une journée, tu vois plus un maringouin, mais à un autre moment, tu vois plus un éléphant, tu sais. Mais entre les deux, dur à dire, là, tu sais. J'avais un brouillard qui s'épaississait de jour en jour dans ma vision, là, tu sais. Mm-hmm. Alors, on a fait un bon bout en orientation mobilité, puis je me débrouillais quand même pas pire. Au début, c'est sûr que même si j'étais décidé, c'est quelque chose. Il faut que tu prennes ton courage à deux mains, tu sais, pour te lancer avec une canne blanche quand tu vois pas, là. Ça n'a pas été évident, mais je voulais pas lâcher, puis je voulais persévérer. Puis demeurer actif, puis... Demeurer actif, c'est surtout ça qui m'intéressait. Là, à travers ça,
j'ai dit à mon intervenant de l'époque, j'ai dit, j'aimerais ça apprendre le braille. Fait que là, à ce moment-là, il dit, ben, je vais te mettre en contact, tout ça. Puis, ben, apprendre le braille à cet âge-là aussi, c'est pas facile, mais... Ouais, c'est peut-être un peu moins évident, avec la sensibilité des doigts, puis tout ça. Ouais. Mais bon, j'ai eu un bon professeur. C'était Lise Monette qui était encore au travail à ce moment-là, qui a entrepris de me montrer le braille. Alors, comme j'étais à Grimby, ben, qu'est-ce qui était facilitant, c'est qu'elle avait un bénévole qui l'emmenait directement chez moi. Puis on pouvait pratiquer le braille. Alors, j'ai appris mon intégrale. J'ai appris aussi l'abrégé. Que ça, j'ai fait ça. Tu sais, une fois que tu sais discriminer ton intégrale, puis que l'abrégé, on t'enseigne les rudiments de tout ça, t'as pas besoin d'avoir des formations indéfinies. Tu sais, tu le pratiques toi-même chez toi, puis tu sais, c'est beaucoup de la mémoire. Puis c'est ça, tu apprends tes abréviations, puis après ça, tu lis, puis... c'est ça. Fait que j'ai appris l'abrégé. Faut le faire quand même. Tu sais, il y en a beaucoup. Ouais. Je te dirais que je suis pas un expert là en braille. Je m'en sers beaucoup aujourd'hui dans mon travail avec un afficheur braille pour faire de la mise en page, puis des fois pour relire mes textes ou dans un conseil d'administration que je veux pas avoir de son de ma synthèse, je vais lire des choses en braille, mais à part de ça, je l'utilise pas beaucoup. Juste un peu, mais ça valait le coup quand même. Là, c'est ça. Pour tes occupations, ça peut être utile. Ouais. Puis, bon, je reviens un peu dans le passé. Bon, là, c'était un moment un peu plus difficile. Tu sais, j'étais pas en dépression. J'étais pas découragé, mais je voyais, tu sais, que c'était plus difficile de faire les choses, puis j'étais confronté un peu, là, vraiment un peu vraiment, Ben, ouais, à c'est beaucoup ça. de choses, à tout le quotidien qui était... Tout le quotidien d'une personne qui voit que, à cette époque-là, juste un peu des ombrages. Puis moi, je connaissais pas personne qui était non-voyant, puis autant que la rétinite pigmentaire, c'est une maladie qui est héréditaire, tu sais, qui est génétique. Dans ma famille, il n'y en avait pas, tu sais. Puis, malgré que j'étais l'aîné de 5 enfants, il n'y a personne dans ma famille qui est atteint de rétinite pigmentaire, pas de cousins, pas d'oncles, pas de petits cousins, C'est personne. ça. Je suis l'heureux élu, là, tu sais. Fait que là, je connaissais personne, moi, qui était non-voyant, puis je voyais ça un peu sombre, tu sais, un avenir sombre. Ben, un Mais, peu tout seul de ta gang, vraiment, là. ouais. Puis là, ben, à travers tout ça, ben, avec la radio amateur, il y avait un radio amateur qui était non-voyant. Que peut-être que certains vont le connaître. Ben, moi, j'en c'est connais quelques-uns des non-voyants qui font de la radio amateur, là. Ça fait que... à l'époque, c'était M. Clavet, Armand Clavet. Je ne sais pas si tu as connu Armand. Non. Il faisait de la radio amateur. C'était un homme qui avait, quand je l'ai connu à l'époque, écoute, il avait 93 ans, je pense. Oh, OK. Il restait dans le quartier Rosemont. Il avait un duplex. Il restait seul dans sa maison parce que sa femme était décédée depuis quelques ou plusieurs années. Je me souviens pas exactement. Mais j'ai beaucoup échangé avec lui. Puis, écoute, il me parlait puis il me disait, écoute, moi, j'ai un atelier d'ébénisterie au sous-sol chez nous, puis je fais des petits meubles pour mes amis, puis je fais ci, puis je fais ça, puis t'es capable, puis blablabla. Ça m'a beaucoup encouragé. Puis, à un moment donné, avec un ami à moi qui le connaissait aussi, qui était radioamateur, on s'est rendu à quelques reprises chez lui pour le rencontrer, tu sais. Mm-hmm. Et ça m'a vraiment
pour moi, là, ça m'a impressionné, puis je l'ai vu comme un mentor, tu sais. Je m'ai dit, écoute, c'est lui, à cet âge-là, qui est non-voyant, qui est seul dans sa maison, qui fait toutes ses affaires, tout ça, puis que moi, j'étais intéressé par le bricolage, parce que j'en avais fait beaucoup, puis que là, il m'a donné des trucs, puis il m'a montré comment faire des choses, tout ça. Je dis, écoute, si lui il est capable... Ça se fait, je peux moi je aussi. pense que je suis capable moi aussi. Alors, pour moi, ça a été vraiment ce qui m'a motivé là, à me lancer encore plus là-dedans. Là, puis me dire, oui, je vais être capable là, de réussir. Il y en a d'autres qui le font. Je suis pas plus fou qu'un autre. Là, Génial, hein? Il s'agit d'une personne, des fois, qu'on rencontre, puis qui va nous dire, ben, gars, moi, je fais des choses, puis qui partage avec nous. Puis, ça part. Ça se peut, ça. Puis en même temps, ben, tu sais, comme je disais précédemment, que dès mon jeune âge, j'ai été initié à bénévolat, partage, et les louveteaux, les scouts, etc. Tu sais, moi, j'étais bien reconnaissant d'avoir pu avoir rencontré dans mon parcours une personne comme ça, inspirante, là, qui m'avait motivé. Fait que je me disais que je me devais de redonner ça au suivant aussi, là, tu sais. OK, donc c'est là qu'est venue comme l'idée, toi aussi, de t'impliquer dans des associations, dans des organismes. Oui, dans des organismes. Déjà, je m'impliquais dans des choses, mais là, je m'étais m'impliqué un petit peu plus là, au niveau de la déficience visuelle. OK. Là, en 2005, moi, j'avais, dans mon épisode de réadaptation, j'avais parlé avec les gens de l'Institut, puis je leur avais parlé d'un projet de vélo tandem que j'avais vu qui avait en quelque part en Ontario. Je me souviens pas si c'était à Mississauga ou en tout cas, j'avais lu quelque chose sur un projet de vélo tandem qui avait été développé dans ce coin-là, puis je leur avais dit ben ça serait intéressant de faire ça. Puis là ils m'ont dit ben non, ça existe déjà à Montréal, il y a la SAM. Tu sais, tu pourrais faire du vélo avec eux, tout ça. Moi, je reste pas à Montréal, je reste à Granby. Ouais, c'est un bout quand même, là. Tu sais, je peux pas aller en autobus à Montréal. Il y avait pas vraiment oui, les autobus voyageurs là, qui allaient à Montréal, mais tu sais, c'était pas facile, puis tout ça. Fait que, ben, en tout cas, le projet a comme tombé à l'eau. C'est comme s'ils m'ont dit, non, c'est pas réalisable, là, on fera pas ça. Mais quelques temps plus tard, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné puis qui m'ont dit Monsieur Champagne, on a déjà parlé avec vous de projets de tandem, tout ça, puis on aimerait ça mettre sur pied un projet dans différentes villes. Puis seriez-vous intéressé à vous impliquer là-dedans? Fait que oui, ça serait le fun. Fait qu'ils m'ont dit, ben, la seule problématique, c'est que là, on peut pas traiter avec vous comme étant un individu. Il faudrait que vous soyez lié à un organisme, à une organisation, quelque chose. Fait que j'ai dit, ouais, mais j'en connais pas, là. Qui m'ont dit, ben, il y en a une. Il y en a une organisation à Granby, là. Ça s'appelle le Réveil des aveugles. Que je dis, ah oui, j'ai jamais entendu parler de ça. Pourtant, ça avait été fondé en 1974. OK, quand même. Fait que je dis, bon, OK, je vais les contacter. Fait que là, j'ai appelé le président de l'époque, puis je m'ai présenté. J'ai dit que j'avais parlé avec l'Institut d'un projet de vélo tandem, puis je voulais savoir si eux autres, ça les intéressait. Puis, bon, ils m'ont invité à aller les rencontrer. Puis, évidemment, ben,
ils m'ont demandé si je voulais être membre de l'association. Fait que, je pense que j'étais rendu là dans mon cheminement aussi. Fait que j'ai accepté. Puis, bon, dans la première année que j'ai été là, tout de suite, quand est venu le temps de l'Assemblée générale, au mois de mai-juin, naturellement, quand je suis allé là, ils m'ont présenté pour être au conseil d'administration. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de relève, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait à peine une vingtaine de participants dans l'association, puis des personnes âgées surtout. Fait que, bon, j'ai accepté de prendre un poste d'administrateur. Tu sais, puis ça a commencé comme ça. Puis dans l'année qui a suivi, il y a eu, il me semble que c'était en 2006-2007, en tout cas aux alentours de ça. C'est là qu'est venu le projet vraiment des vélos biplaces et des vélos tandem que l'Institut avait mis sur pied. Là, il avait acheté des vélos, puis il voulait des partenaires dans différentes régions du Québec. Il y en avait, je pense, à Longueuil, à Saint-Jean, Granby, peut-être Saint-Hyacinthe, Valleyfield. Fait que, moi, je m'étais occupé de la partie Granby. Puis on a trouvé des partenaires dans le projet pour héberger le vélo, puis pour s'occuper des réservations, puis tout ça. Puis c'est un peu comme ça, tu sais, que j'ai rentré dans l'association qui s'appelait Réveil des aveugles. Puis en même temps, tout ça, ça m'a amené à penser que bon, c'est pas facile, tu sais, faire de la canne blanche là. Quand tu t'en vas des fois quelque part puis que tu veux te rendre à la porte ou tu sais la canne elle sait pas trop puis c'est dur. Fait que là j'ai dit je vais rappeler à l'institut puis je vais demander à mon intervenant en orientation mobilité si je pourrais pas avoir un chien guide. Fait qu'il me dit t'es sûr, c'est beaucoup de travail puis c'est pas facile là. Tu sais, et tu vas pas chez Mira puis ils te donnent un chien là. Il faut que tu fasses beaucoup d'apprentissage. Puis, je suis prêt à le faire. Fait qu'on, encore une fois, on s'est relevé les manches puis on a fait tout ce qu'il fallait. Tu sais, puis ça a duré pendant, je dirais, 6-7 mois d'entraînement là, à plusieurs fois semaine. Là, tu sais. Où est-ce que on faisait des entraînements à l'intérieur, dans le cégep, puis localiser des espaces ouverts, puis tu sais, apprendre tout ce qu'il faut pour aller en classe de chien guide. Puis, en faisant tout ce travail-là, je me demandais, tu sais, écoute, c'est pas facile d'écouter ces coins de rue tout le temps, le trafic, tu sais, pour évaluer ton coin, pour traverser, tout ça. Il y a des coins qui sont faciles, on peut le faire facilement, mais il y a d'autres places qui sont vraiment problématiques. Puis, j'ai tout le temps aimé me renseigner sur plein de choses, fait que je savais déjà qu'il y avait des endroits, qu'il y avait des signaux sonores, tu sais, fait que j'ai parlé de ça à mon entraîneur, puis il me dit oui, des signaux sonores, il y en a d'installés un peu partout. On en a beaucoup à Longueuil, il y en a à Montréal. Fait que là, il m'est pris l'idée de vouloir faire installer des signaux sonores à Granby. Oh, OK. Parce que ça aussi, il faut demander, il faut que ce soit évalué. Tu sais, ça se fait pas non plus comme ça. Là. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, pendant que je suivais mes cours de mobilité, puis que j'ai commencé les démarches pour les signaux sonores, à un moment donné, mon entraîneur me dit, il dit, écoute, il dit, j'ai un autre client qui suit de la formation avec moi, puis il dit, c'est plus comme un recyclage qu'on fait, puis il dit, c'est une personne qui il aimerait ça travailler avec toi, puis t'aider à faire le travail qu'il faut pour avoir des signaux sonores. Fait que là, je dis, bon, OK, je serais ouvert à le rencontrer. Alors, bon, ça, c'était
c'était M. Jean Royer, qui peut-être que vous connaissez, qui a travaillé avec la Fondation Mira, tout ça. Il était dans la région de Granby, il demeurait à Saint-Paul. Fait que il me dit je serais prêt à travailler le dossier avec toi. Fait qu'on on demande à l'Institut de faire des recommandations pour quelques intersections, puis on va présenter ça à la ville, puis non. Il était fermé, il voulait rien savoir. Alors on a travaillé fort là, pour leur démontrer la nécessité de ça. Puis à ce moment-là, c'est là que ça m'a amené à m'impliquer un peu plus dans l'association, d'aller siéger sur les tables de concertation pour être capable là, d'avoir des alliés dans le dossier, tout ça. Puis la première personne que j'ai contactée pour avoir de l'aide au niveau de savoir un peu comment m'y prendre, puis tout ça dans le processus là, de pression que je voulais lui mettre, puis les démarches qu'il fallait que je fasse, tout ça, c'était à l'époque notre regrettée Mélanie Boucher. Ah ben oui. Mais Mélanie m'avait donné beaucoup de conseils, puis qu'à partir de ça, on a revendiqué plus fort. On a emmené les médias, puis on a fait marcher des élus sous bandeau, puis tu sais, on a essayé de démontrer vraiment que c'était une nécessité, puis que c'était pas dérangeant. Puis finalement, ben on a réussi à gagner notre point. On dit on installe à 2 intersections, puis si on n'a pas trop de plaintes, puis que c'est pas trop problématique, ben on verra pour la suite. OK. C'est qu'il y avait une partie de fait, là. Ça m'a vraiment plus intégré dans le milieu des personnes handicapées. J'ai été obligé sur le tas d'apprendre plein de choses, tu sais, puis défendre des dossiers, puis tout ça, m'impliquer dans des choses. Fait que, l'association, écoute, ils m'ont mis tout de suite vice-président, puis ça n'a pas été long même que je me suis retrouvé à la présidence de l'association. Mais là, il y a un petit détail, moi, qui me chicote, là, c'est que là, on parle de l'œil, là, en réalité, là. Parce que ça a changé de nom. Ben, à travers ça, c'est que quand j'étais vice-président, après qu'on ait fait le débat des signaux sonores, ben, depuis le début, moi, que je leur disais, tu sais, voyons donc, le réveil des aveugles, là, c'est pas un bien beau nom, on devrait changer ça. Puis les gens disaient au conseil d'administration, ah non, on peut pas faire ça. On a des lettres patentes, puis c'est compliqué, ça coûterait très cher. Non, on peut pas le faire. Fait que là, moi, je me disais que non, on pouvait pas, c'était pas impossible, tu sais, on pouvait le faire, c'était sûr. Que j'en parle avec un avocat que je connaissais, puis il me dit, écoute, c'est pas une démarche qui est vraiment compliquée. On va demander des lettres patentes supplémentaires, puis il dit, on va le faire. Il dit, écoute, moi, je suis prêt à tout vous faire ça sur le bras, là. Il dit, vous aurez juste à payer les frais légaux, là, qui sont reliés à ça. Je vais vous aider à faire toutes les démarches. Ben, c'est une belle opportunité que vous avez eue. On emmène ça en 2007 à l'Assemblée générale spéciale. On fait une Assemblée générale spéciale pour me demander aux membres de l'intérêt de vouloir changer le nom de l'organisme. Puis, bon, comme c'était un changement aux lettres patentes, ben, il fallait que le 2/3 des membres présents votent en faveur. Puis, écoute, tout le monde, je pense, pensait secrètement qu'il voulait changer de nom, mais qu'il voulait pas trop le dire. Puis quand on est arrivé au vote, ben c'est sûr que tout le monde à toute fin près, peut-être sauf une ou deux personnes, ont voté positivement au changement de nom.
Alors, on avait fait dans notre démarche, tu sais, des exercices avec des petits concours pour avoir différents noms, puis tout ça. Puis finalement, ben, on a retenu le nom de l'œil. Au début, quand on a pensé à œil, c'était pas très significatif. C'était parce qu'on avait, j'avais demandé à quelqu'un qui était graphiste, j'ai dit, pourrais-tu me prendre un œil puis me mettre dans la pupille un pictogramme de la cécité, là, tu sais, petit bonhomme avec la canne blanche. Oui. Donc, on a fait comme le lien œil, puis le logo, c'était un œil, tu sais, puis ça a commencé comme ça, puis à un moment donné, en faisant un peu de brainstorming avec un ami dans la piscine l'été chez nous, on s'est mis à parler de l'œil, puis on s'est dit, hey, œil, O, c'est pour organisme, E, éducation, I, intégration, puis L, loisir. C'est pas mal notre mission, ça, puis ça serait cool. Fait que c'est ça. Dans le fond, l'œil, c'est un acronyme, là, tu sais, c'est O.E.I.L, qui signifie l'organisme d'éducation, d'intégration et de loisirs pour personnes handicapées visuelles. Ça que ça a comme une double signification. Ben, tu sais, plusieurs significations. Oui. Revenons à... Tu dis finalement, tu es devenu président de l'œil. Oui. Et là, ça a été beaucoup de responsabilités, un gros changement. Ben oui, moi, tu sais, je suis un passionné dans ce que je fais, alors je m'ai impliqué beaucoup, puis j'ai été chercher du nouveau monde pour s'impliquer au sein du conseil d'administration, puis j'ai recruté du nouveau monde, puis on a, à ce moment-là, travaillé beaucoup de pair avec l'Institut Nazareth-Louis-Braille, où est-ce que je leur avais demandé pour organiser des journées d'information, puis on avait pu à ce moment-là envoyer un mailing à tous les usagers de l'Institut qui étaient dans la région. Fait qu'on a été chercher du nouveau monde qui sont venus se greffer à l'organisme, puis de bonhomme, bonhomme allant, ça a fait que on est passé au tout début, tu sais, quand je suis arrivé à peine une vingtaine de membres, on s'est rendu à un certain moment donné à 60 membres. Pour une petite municipalité comme Granby. C'est triplé quand même le membership, là. Oui. Puis écoute, on était... je pense qu'on avait une bonne reconnaissance, tu sais, un peu partout. On parlait de l'œil, puis les gens disaient, ah oui, les gens de l'œil à Granby sont proactifs, tu sais. Ça a été bien, là. Puis en étant président, là, on s'est mis à se joindre à des regroupements, aller de plus en plus dans des comités. Puis, écoute, ça a fait que je me suis réveillé comme un travail à temps plein que je faisais bénévolement. Oui. Puis, c'est sûr qu'on essayait d'aller chercher du financement. On réussissait pas vraiment à avoir de financement parce qu'on était avec la Montérégie, puis il n'y avait pas de budget de développement qu'on nous disait à l'époque, tout ça. Puis, fait qu'on a décidé à un certain moment donné de se faire un souper dans le noir. On s'est dit, on va partir un concept de souper dans le noir qui va nous permettre d'aller chercher du financement pour subventionner ou subvenir à nos fins tout au long de l'année. Même si on ne payait pas vraiment de salaire, au moins payer nos dépenses de location de salle, puis tout ça. Puis on a, de fil en aiguille, eu un véritable succès avec notre souper dans le noir parce que on a commencé ça petit. La première année, on avait 199 participants. On a fait ça dans un sous-sol d'église. Après ça, on a essayé ça dans une autre salle. Ça a grossi un peu. On s'est allié avec un partenaire qui, là, on a revu notre façon de faire.
On a fait ça dans un collège, dans une grande salle, puis tout ça pour en finir, ou est-ce que l'an dernier, on a fait un souper dans le noir avec 400 participants. Hey. Puis, ça nous a permis d'amasser 16-18 000 $. Hey, quand même, hein? Ça fait que ça rapporte, ça fonctionne. Ouais. Mais au début, c'est sûr qu'on allait chercher moins 6, 7 000, 8 000, 10 000, mais on n'était pas subventionné, puis c'était notre seul revenu. Fait qu'avec ça, au moins, on pouvait faire en sorte qu'on ait un petit local, un petit bureau, puis on pouvait réduire les coûts des activités pour les membres. C'est ça, c'était de l'argent que vous aviez pas les autres années, puis qu'en l'ayant, ben, vous pouviez avoir comme tu dis, payer des frais, puis diminuer les coûts d'activité. Puis c'est quand même, Ouais. pour un organisme, c'est quand même pas à dédaigner ça non plus. Tout à fait. Et là, vous avez réussi finalement à obtenir un financement, puis pouvoir... Oui, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, comme c'est pas encore tout réglé cette affaire-là, là, mais Granby, comme on est en zone grise, on est sur la ligne entre la Montérégie et l'Estrie. Oui, c'est vrai. Et avec les changements de notre ami Dr Barrette au niveau de la santé, étant donné, lui, qui voulait que l'Estrie devienne un CIU-SSS, puis un CHUS, un centre hospitalier universitaire, là, ça prenait un petit peu plus de population que qu'est-ce qu'il y avait déjà, je pense, en Estrie. Alors, il a décidé à ce moment-là de fusionner la Haute-Yamaska puis la Pommeraye, deux territoires dont, bon, là, nous, on est en Haute-Yamaska. Ils ont décidé de fusionner ça avec l'Estrie pour le socio-sanitaire. Mais là, en Estrie, heureusement pour nous, il y avait du budget de développement. Tout de suite, quand on a tombé en Estrie, on a été capable d'aller chercher du financement auprès du programme de soutien aux organismes communautaires. OK. Alors, ça, on parle là, de 2017. Ce que je mentionne pas là-dedans, c'est que, bon, moi, quand on a eu la nouvelle que on serait accepté puis qu'on aurait du financement, à ce moment-là, moi, j'ai dit au conseil d'administration, écoutez, c'est une dure décision à prendre pour moi parce que j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait au cours des 10 années où j'ai eu la présidence. Mais j'ai dit là, étant donné qu'on va avoir de l'argent pour payer du personnel et puis que là, je vous cache pas que j'ai quand même un intérêt pour ça. J'ai dit, moi, je vais me retirer. Je vous offre ma démission, puis quand vous allez postuler, quand vous allez offrir, mettre en, comment on dit ça, là, ouvrir le poste, là, quand vous allez ouvrir le poste, ben, j'appliquerai, là. Alors, je me suis retiré du conseil d'administration, ils ont fait leur job, ils ont monté tout ce qu'il fallait pour avoir l'argent, puis pour démarrer tout ça. Puis quand ils ont été rendus à ouvrir le poste, après s'être renseignés, ils ont dit, écoute, s'il y a quelqu'un qui connaît les dossiers, puis qui a travaillé fort pour l'organisme, puis tout ça, c'est toi. Alors, on a décidé de pas afficher le poste, puis on te l'offre d'emblée. On t'engage, on t'embauche. Hey, ça, c'est super. Ça a été vraiment, pour moi, comme une belle marque de reconnaissance, là, alors, j'ai été engagé comme coordonnateur. Après ça, on a engagé un employé supplémentaire. On a travaillé, on a grossi un peu l'organisation, on a fait de guide de gestion, on a fait plusieurs choses. Puis, à travers tout ça, j'ai hérité du poste de directeur ou directeur général là,
de l'association, où est-ce que je suis encore là aujourd'hui, puis on travaille encore pour essayer de développer, puis d'aller chercher encore plus de financement pour essayer d'offrir encore plus de services aux personnes handicapées visuelles là, de la région de Granby, pour être capable de leur offrir une meilleure qualité de vie. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que tu disais tantôt que vous étiez proactif, on vous disait très proactif, mais moi je vous vois souvent passer, en tout cas maintenant sur Facebook, puis j'entends beaucoup plus parler de vous maintenant. Puis moi, bon, je peux pas être membre de l'Œil parce que je suis pas sur votre territoire, mais vous semblez avoir quand même des belles activités. Ça semble quand même assez diversifié, puis très intéressant. Autant qu'on a travaillé des dossiers de défense des droits, qu'autant on a eu des belles activités de loisirs, des voyages, des conférences, des ateliers, du côté sportif, culturel. On a essayé de toucher toutes les facettes pour essayer de toucher à tout le monde. D'avoir de toucher les goûts de tout le monde, là, d'aller chercher le plus grand nombre d'intérêts possible. Là. Oui, tout à fait. Et en tout cas, moi, je suis très pro club de loisirs, puis de défense, puis tout ça. Ça fait que moi, là, j'incite tous les gens qui ont le goût de participer à des activités, de participer à des rencontres, des conférences. Si vous pensez que vous pouvez être aussi utile pour... on parlait de feu sonore tantôt. Ça prend des gens pour ça. Ça prend des gens pour manifester vos besoins, puis ensuite pour participer aux démarches, parce que ça se fait pas tout seul. Si juste l'exemple de feu sonore, ben il faut qu'il y ait de la demande, il faut il faut se manifester, il faut se... Ça a fait son chemin, parce qu'aujourd'hui, dans une petite municipalité comme Granby, ben, je dis petit, c'est quand même respectable. On est 70 000 habitants, mais on est rendu avec 12 intersections qui sont munies de signaux sonores dans des endroits stratégiques, puis il y en a encore d'autres en planification. Là, qui s'en viennent possiblement. Là. Oui. Hey, on ne lâche pas le travail. Là, c'est ça, faut toujours continuer, faut jamais s'arrêter, faut jamais baisser les bras non plus, parce que hey, le temps file à une vitesse folle. Il y a des petites choses que j'aurais aimé parler parce que, bon, tu t'es impliqué, tu me disais, dans les Lions, tu t'es impliqué dans les Chevaliers de Colomb, tu as fait partie d'un conseil d'administration là aussi. Oui, écoute, les Chevaliers de Colomb, je m'étais impliqué dans mon conseil local pendant quand même plusieurs années. Puis là, à un moment donné, en 2018, bon, moi encore, je trouve que c'est un beau gage de reconnaissance, mais les membres du conseil, même si j'étais déjà au conseil d'administration, ils m'ont nommé, ils m'ont proposé aux élections générales annuelles comme étant grand chevalier. Le grand chevalier du conseil, c'est comme le président du conseil. Puis, un conseil de chevaliers de Colomb, ben on est 15 personnes autour de la table au conseil d'administration. Puis le grand chevalier, c'est lui qui représente le conseil, c'est lui qui fait l'animation des rencontres, tout ça. Puis pour moi, c'était vraiment une fleur parce que, bon, j'ai appris après, quand j'ai été nommé, que apparemment qu'il y a jamais eu au Canada, peut-être même aux États-Unis, ça ils sont pas sûrs, mais une chose est certaine, c'est qu'ils disaient au Canada, il n'y a jamais eu un grand chevalier qui était non-voyant. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment 100% non-voyant. Je vois plus d'ombre, j'ai plus vraiment de reconnaissance de lumière ou très, très, très faible. Là, fait que j'arrive là, moi, je suis non-voyant, c'est moi qui est en charge de tout ça, j'anime les rencontres,
les gens, tu sais, Chevaliers de Colomb, c'est un groupe quand même vieillissant. Il y en a plusieurs qui pensaient, il sera jamais capable de faire ça, mais écoute, aujourd'hui, ils disent, écoute, tu fais la barbe à bien du monde qui voit clair, là, parce qu'on a eu des belles réussites, puis dans notre communauté, pendant plusieurs années. Bien sûr, on parle pas de cette année parce que il y a la COVID, puis toutes nos activités de financement ont tombé, là, mais je te dirais que dans les 5 dernières années, notre conseil de Chevaliers de Colomb a remis 100 000 $ et plus par année dans la communauté. Hey, c'est incroyable. Fait que, c'est vraiment des belles actions, là. On est venu vraiment en aide à des personnes démunies, à des organismes, etc. Là, fait que c'est... Encore là, ça touche plein de clientèle, plein de types de personnes. Oui, tout à fait. Ça va de l'aide alimentaire à soutenir des organismes locaux, là, tu sais. Et 100 000 $ par année, c'est de la belle argent, ça, là. Oui. Puis, on organise un bingo, un peu comme fait la Fondation des aveugles. Puis c'est avec ça qu'on peut réussir à financer là, les différentes choses. Là. Et une autre belle histoire de sous, je pense qu'on va terminer avec ça, c'est pour l'aide aux chiens guides, là, le montant qui est attribué aux gens qui possèdent un chien guide. T'as milité là-dessus, là, aussi. Oui, le programme d'entretien des chiens guides, j'ai travaillé sur le dossier, puis on était... on a eu du soutien d'à peu près tous les organismes du milieu qui nous ont fait des lettres de soutien et tout ça, là, tu sais, mais on était 3 personnes, dont il y avait Guy Huard de Victoriaville, il y avait Marc-Rémy Roussin de Coaticook, puis et moi, on s'est rencontrés à quelques reprises, on a travaillé ça, nous autres, de mon côté, ici à Granby, on travaillait ça avec le ministre François Bonnardel. On a appelé souvent là, directement là, au ministère de la Santé et des Services sociaux. Je parlais là-bas avec quelqu'un qui était quand même assez haut placé. On a fourni des documents pour démontrer que le montant qu'on recevait était nettement insuffisant et qu'il n'avait pas été indexé depuis 15 ans. Et finalement, l'an passé, juste un peu avant Noël, je pense le 22 décembre, ils ont annoncé publiquement qu'ils nous accordaient le rehaussement et que le rehaussement était de 117 %. C'est-à-dire qu'on est de 1028 $ par année à 2234. Hey! C'est une belle réussite aussi. Une belle indexation, ça, là. Oui. Tu me permets, Martin, juste peut-être une petite dernière, là, vite faite, là, à travers ça, les gens qui m'ont peut-être, pour ceux qui ont la chance de voir, là, tu sais, ils peuvent m'avoir déjà vu. J'ai eu la chance aussi en 2008 de faire une publicité pour la chaîne de restauration Saint-Hubert. Ça a été vraiment une belle expérience aussi parce que, écoute, c'était pour démontrer tu sais, que les personnes handicapées étaient capables de faire quelque chose dans la société, tout ça. Puis, c'était inclusif. Là. Je faisais le rôle, naturellement, d'une personne non-voyante. Puis, j'étais au restaurant avec un personnage là qui était mon fils. Puis, le scénario, c'était que on était au resto, on jasait, puis on avait une guédille au homard. Moi, j'avais fini la mienne. Lui, il avait pas terminé la sienne. Puis, je lui ai dit, dans le scénario, mon fils s'appelle Antoine. Je lui ai dit, « Hey, Antoine, regarde là-bas. » Puis là, tu sais, je pointe à droite. Moi, je m'imagine, dans le fond, qu'il regarde à droite. Puis, pendant ce temps-là, avec ma main gauche, j'y vole sa guédille au homard pour la manger. Tu sais, fait que...
C'était cocasse, c'était humoristique, c'était correct. C'était une belle expérience, tu sais, toutes les choses qu'il y avait à faire en lien avec ça, là, c'est vraiment une très belle expérience. Ben c'est ça, c'est une expérience, comme je disais avant qu'on commence, que c'est pas tous les non-voyants qui ont pu s'initier dans une publicité comme ça, là, c'est comme... Puis là, tu vas faire une première épreuve, si on peut dire, ou un premier casting, après ça, un deuxième, puis après ça, on t'invite à une séance où est-ce qu'on a des gens qui vont te faire essayer des tonnes de vêtements pour voir avec ton teint de peau, puis tout ça, qu'est-ce que tu pourrais porter pour faire de la publicité, puis au niveau du maquillage, puis tout ça, là, tu sais. Puis la journée même du tournage, là, toute l'ampleur qui est derrière tout ça, c'est vraiment incroyable, là, tu sais. C'est vraiment une belle expérience. Ben, en tout cas, ça a été aussi une belle expérience qu'on se parle aujourd'hui, hein, puis on a encore une fois appris plein de choses, hein, puis tu sais ce que j'aime, c'est que il faut jamais se décourager, hein, il faut jamais lâcher prise, il faut jamais se dire qu'on servira plus à rien, qu'on sera pas capable de faire les choses. En tout cas, pas avant d'avoir essayé, ça c'est sûr. Tout à fait. Puis, écoute, moi, je pense qu'aujourd'hui, tu sais, je disais tantôt, quand j'ai eu la chance d'avoir un mentor, puis ça m'a donné la chance, tu sais, de voir que c'était possible, puis que ça m'a encouragé dans mes démarches, tout ça. Aujourd'hui, j'ai la chance que j'ai des gens qui me disent que j'ai été un mentor pour eux, puis que je les ai motivés à poursuivre dans leur cheminement, tout ça. Puis, écoute, ça vaut plus que la paye, là, tu sais. C'est vraiment valorisant de savoir que il y a des personnes pour qui t'admirent, qui disent, ben écoute, t'as été un mentor pour moi, c'est ça qui m'a permis d'avancer puis de me dire, garde, je lâcherai pas puis je vais continuer. Ben, j'invite, moi, tous les gens, de toute façon, à se trouver, je le dis souvent, je le répète encore, là, à se trouver des activités, que ce soit dans les clubs de loisirs. Toi, tu parlais de la radio amateur. On ne sait pas par où on peut le rencontrer, notre mentor. Ça peut être à peu près n'importe où, mais c'est ça qui est incroyable aussi. Oh, oui. En tout cas, un gros merci, Pierre, en tout cas, d'avoir accepté. Merci, Martin, de m'avoir invité. Puis, je tiens aussi à souligner là, tout l'effort que tu mets là, dans Connaissez-vous. Je suis un fervent auditeur de l'émission. Je l'écoute depuis maintenant, je pense que t'es à quoi, 4e année? Oui, 4e année en mars 2021, c'est 4 ans. Ouais. C'est vraiment un beau projet, puis lâche pas, puis félicitations là, pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est magnifique, c'est super. Ben tant mieux si c'est apprécié, puis je vais continuer, comme je le dis aussi souvent, tant que les gens vont accepter de se confier au micro, que ce soit en présence l'un de l'autre ou à distance. C'est aussi plaisant, puis c'est aussi valide pour ceux qui l'écoutent chez eux, surtout dans ces temps un peu plus difficiles. Oui, tout à fait. Un gros merci. Ça fait plaisir. Bonne continuité. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche.
Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!